Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Nous avons déjà parlé dans ce podcast de l'alimentation comme un des sujets touchant à la fois à la santé et à l'environnement. Nous avions déjà eu la chance d'en parler avec la filière nutrition et diététique de la Haute École de Santé de Genève. Mais cette question dépasse largement la question individuelle et invoque des questions de besoins primaires, de justice, et s'inscrit dans des logiques sociales et territoriales. La crise Covid a révélé la vulnérabilité des réseaux d'approvisionnement dans les zones urbaines et a entraîné une augmentation significative du nombre de personnes bénéficiant de l'aide alimentaire d'urgence. Pour en parler aujourd'hui, à travers une recherche en cours, nous avons la chance de recevoir Lucia Bornet de la HETS, Sidonie Fabi de la HEDS et François Lefort d'EPIA. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la question alimentaire est une question territoriale ? François Lefort. Merci. Ça semble être une question anodine, mais en fait, c'est une question fondamentale. Oui, l'alimentation, elle est territoriale par la production, la distribution, la consommation des denrées alimentaires, même si une partie de cette alimentation quotidienne, elle provient d'ailleurs, en Suisse et à l'étranger, en fonction aussi des aléas climatiques. Cette question, elle est liée aussi à des notions d'autosuffisance alimentaire, liées également à la souveraineté alimentaire, à la sécurité de l'approvisionnement. Un exemple, la France, pays voisin, a un taux d'autosuffisance de 100 à 120% selon les années, donc ça veut dire qu'elle produit plus qu'elle consomme, donc elle peut exporter. La Suisse, elle est à 50%, net 45%. Genève, 10 à 15%, et c'est normal, c'est un territoire urbain. Et selon les années, vous voyez, ça varie. Ces taux peuvent varier aussi entre 30 et 210% selon les régions du monde. Le taux de 50% pour la Suisse, c'est un taux moyen, c'est une donnée statistique. On peut aussi la décrire par d'autres données moyennes pour les produits laitiers. 100% pour la Suisse, 80% pour les denrées carnées, 67% pour les céréales et les pommes de terre, 63% pour les fruits, et ça tombe à 23% pour les huiles végétales. Nous sommes très dépendants des huiles, par exemple. La production agricole, donc alimentaire, elle dépend beaucoup des conditions géographiques, climatiques, topographiques d'une région. Et on a tendance à l'oublier. La météo aussi a des conséquences sur votre assiette, sur son prix, son contenu. Certains endroits sont plus propices à certains types de cultures, en fonction bien sûr du climat, du sol, puis d'autres facteurs économiques et politiques. Depuis 2 ans, il y a une guerre en Ukraine qui affecte l'insécurité alimentaire d'autres régions du monde. Bien sûr, les Ukrainiens sont en insuffisance alimentaire, mais la sécurité alimentaire de nombreux pays africains dépendant de production ukrainienne, eh bien, elle est une conséquence de la guerre. L'alimentation dépend des ressources naturelles, l'eau, les surfaces de terre, de pâture. Il y a des régions qui ont des ressources abondantes, elles produisent beaucoup. L'Argentine, par exemple, produit 2 fois plus que ce qu'elle consomme. Et d'autres n'ont ni le climat, ni les terres, et ils font face à une rareté de ressources. Alors l'alimentation est territoriale dès qu'on déplace de la nourriture. On transporte des denrées alimentaires, des lieux de production, lieux de consommation. Donc ça implique les infrastructures de transport, les frontières, les accords commerciaux qui influencent la disponibilité des aliments. En Suisse, on bénéficie depuis 20 ans des accords bilatéraux qui contiennent l'agriculture. Et donc ça a des conséquences sur nos productions aussi ici, mais en même temps ça a aussi des bénéfices pour d'autres secteurs. L'alimentation, elle est aussi territoriale parce qu'elle est culturelle. Elle est déterminée par des préférences alimentaires, basées sur des habitudes. Le cardon genevois, par exemple, c'est une habitude alimentaire. Il est produit essentiellement dans le bassin du genevois français, du genevois français et suisse. C'est un exemple d'aspect culturel. L'alimentation, elle est territoriale parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle est très liée à la notion de sécurité alimentaire, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à assurer sa propre nourriture, sa propre sécurité alimentaire. Et ça, c'est toujours une préoccupation importante. Ça l'était dans le passé, ça l'est encore beaucoup, et ça motive les gouvernements à garantir, bien sûr, que la population, leur population, a accès à une alimentation suffisante. Et donc, ça implique des politiques agricoles et une gestion des ressources. L'alimentation a aussi des conséquences sur l'environnement et les territoires doivent gérer ces ressources naturelles de manière durable. Voilà. Et pour garantir quoi ? La pérennité de la production alimentaire. Ça, c'est une partie de la réponse courte. Et vous voyez que cette réponse courte, elle ouvre déjà beaucoup de champs quand on parle d'alimentation et de territoire. Donc, en conclusion de cette première partie, vous voyez que
la question territoriale de l'alimentation est une question politique. Et si vous n'avez aucune idée de ce qu'est la politique, alors à midi, vous regardez votre assiette, décortiquez-la en fonction de ce qu'il y a dedans, et vous comprendrez que l'alimentation est politique et territoriale. Et la grande problématique actuellement au niveau mondial, pas seulement donc localement à Genève, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. On voit que ce n'est pas donné, l'histoire de la guerre en Ukraine nous le rappelle, ce n'est pas donné d'avoir de la nourriture tous les jours dans son assiette. Et cette histoire de sécurité, elle commence d'être abordée maintenant par la notion des systèmes alimentaires territoriaux et durables. Ça veut dire qu'on est dans une période maintenant où on veut faire passer la production alimentaire vers des systèmes alimentaires durables, basés localement. Et c'est le cas de Genève, où nous développons, en particulier avec la maison Mater, qui est la maison de l'alimentation du territoire, un système d'alimentation durable en coalition avec évidemment tous les intervenants, que ce soit les consommateurs, les producteurs et les politiques. Le système alimentaire durable et territorial, il est lié à un territoire par son climat, son sol, ses ressources et les cultures alimentaires traditionnelles. Alors parler de système alimentaire durable à Genève, c'est évidemment étrange parce que c'est une région avec une forte population, une forte densité de population urbaine, et que ces régions-là, localement, ont le plus tôt, donc c'est pas seulement le cas de Genève, c'est le cas de toutes les régions urbaines d'Europe et dans le monde, ce sont les régions avec le plus bas niveau d'autosuffisance alimentaire et donc le plus grand niveau d'insécurité alimentaire. Donc, pour être durable, il faut minimiser les impacts environnementaux négatifs, dégradation des sols, pollution de l'eau, et il faut favoriser évidemment des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, de la biodiversité, et puis bien sûr de cette gestion durable des ressources naturelles, l'eau et le sol. Il y a aussi dans cette notion de durabilité du système alimentaire, et c'est là que se fait le lien avec nos projets, c'est cette notion de durabilité sociale, ce qui implique la notion d'équité et d'inclusion tout au long de la chaîne alimentaire. Et pour quoi faire? Pour garantir à la fin un accès équitable aux ressources, aux opportunités, aux bénéfices pour toutes les parties prenantes, agriculteurs, travailleurs de l'industrie alimentaire et consommateurs. Et il est durable et territorial parce qu'il doit bénéficier à une économie locale, dynamique, qui soutient les agriculteurs locaux, qui soutient les marchés de produits locaux, qui soutient les entreprises alimentaires de la région pour renforcer la résilience économique de la communauté. Et ça, c'est valable pour Genève et c'est valable pour tous les territoires où se développent ces systèmes alimentaires durables et territoriaux. Et évidemment, il y a l'aspect social que je mentionne, mais aussi l'aspect santé, avec un accent sur la production d'aliments nutritifs et sains pour la population locale, pour favoriser le bien-être et la santé de la population. Et ça peut donc inclure ceci aussi, la promotion de variétés, de cultures locales, adaptées aux besoins nutritionnels de la région. Et enfin, un système alimentaire durable et territorial doit encourager la participation active de tous les acteurs de la communauté pour la décision quant à la production alimentaire, la distribution, la consommation. C'est pour renforcer bien sûr le lien entre les producteurs et les consommateurs. Nous avons de la chance en Suisse parce que nous avons un système où la population peut participer régulièrement aux décisions par le biais des votations et le biais des référendums. Et évidemment, c'est quelque chose qui est idéal parce que ça existe pas souvent et ailleurs sur la planète. Et enfin, il y a un aspect important de ces systèmes alimentaires durables, c'est la réduction des déchets tout au long de la chaîne alimentaire en favorisant des pratiques agricoles efficaces, des chaînes d'approvisionnement efficientes et surtout des habitudes de consommation responsables. Et ça, c'est le champ, évidemment, de la Haute École de Santé, mais également du travail social. Voilà. C'était une réponse courte. Vous voyez, le sujet est particulièrement copieux. Ça, quand on dit le mot alimentation, derrière, il y a tout ça. Alors, on fera la réponse longue pour un prochain podcast. J'ai l'impression que vous attendiez encore un petit morceau, là. Ça va tout bien. Merci d'avoir planté le décor. Ça, c'était la réponse courte. Alors, pourriez-vous maintenant nous parler de votre projet en cours, Lucia Bordonnet? Oui. Alors, volontiers, ce projet, sa spécificité, je dirais, c'est d'essayer de penser la transition écologique du système alimentaire genevois à partir des pratiques et des aspirations des personnes précarisées.
Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre ensemble deux types de préoccupations qui ont longtemps été pensées séparément. D'un côté, celle du soutien à des pratiques agricoles écologiques, c'est-à-dire qui prennent soin du milieu dans lequel elles s'insèrent. Et d'un autre côté, une préoccupation pour la réponse aux besoins alimentaires des personnes précarisées, qui sont en constante augmentation à Genève et en Suisse, et dont les besoins alimentaires ont été très médiatisés, par exemple lors de la crise du Covid-19. Alors, comment s'y prendre pour penser ensemble ces deux questions ? Comment est-ce qu'on peut imaginer des systèmes alimentaires qui soient à la fois écologiques et adéquats socialement ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette problématique sous deux angles qui nous semblent complémentaires. D'un côté, l'objectif de notre projet, c'est de produire une description rigoureuse du système alimentaire tel qu'il se présente aujourd'hui. C'est-à-dire simplement ce premier pas de rendre lisible, rendre compréhensible par un vaste public ce système pour, comme le disait François, favoriser la participation de toutes et de tous à la transition alimentaire. Et je vous cache pas que c'est déjà un gros défi, d'où l'importance d'avoir une équipe multidisciplinaire et des partenaires de terrain, notamment dans ce cas effectivement Mater, la maison de l'alimentation du territoire de Genève. Et donc, cette première approche, si vous voulez, pour revenir à la question du territoire qui nous intéressait au départ, elle essaie plutôt de se décoller du territoire pour en donner une vue panoramique, une vue d'ensemble. Comment se présentent les choses si on essaye de les regarder dans l'ensemble. Mais il nous a semblé que ça, c'était pas suffisant, qu'il fallait faire le mouvement inverse aussi, c'est-à-dire rester au plus proche des pratiques de la population précarisée qui nous intéresse, et qui a en réalité des visages très nombreux. Les précarisés, ça peut être des travailleurs pauvres, ça peut être des familles monoparentales, ça peut être des personnes sans papier, ça peut être des migrants vulnérabilisés, des personnes âgées, des étudiants et des étudiantes de plus en plus. Et donc, quels sont leurs usages ? À quoi est-ce qu'ils attachent de l'importance ? À quoi est-ce qu'ils aspirent ? Quels sont les manques de leur point de vue ? Vous avez produit une carte du système de l'aide alimentaire au niveau du canton, avec plusieurs acteurs et actrices clés du système alimentaire genevois. Qui sont ces acteurs et ces actrices et que nous dit cette carte, Lucia Bordelais ? Alors effectivement, on a commencé par justement vouloir bien comprendre le paysage dans lequel se mouvaient nos partenaires. Donc on travaille avec plusieurs partenaires terrain, la Banque Alimentaire Partage, les Colis du Cœur, Caritas Genève et depuis peu l'Hospice Général. Et ce qu'on a remarqué en commençant cette étude, c'était que ce sous-système de l'aide alimentaire avait été soumis à une forte pression au moment de la crise Covid, avait dû se réadapter dans l'urgence, qu'elle avait été aussi très médiatisée, en partie critiquée, et qu'elle n'avait pas arrêté depuis de générer des adaptations, des innovations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est d'essayer, à partir de tout ce qu'on récoltait comme données sur ce système, de produire des schémas, dont deux qui me semblent assez efficaces. Je vais essayer de vous les décrire rapidement. Donc, le premier, la question, c'était où est-ce que ce sous-système s'insère dans le système plus général, le système alimentaire plus général. Donc, on a représenté les étapes du cycle alimentaire classique, c'est-à-dire la production, la transformation, la distribution, la consommation, mais aussi la gestion des déchets. Et en fait, ce que montre la première carte, c'est à quel point l'aide alimentaire aujourd'hui s'est complexifiée et qu'elle intervient à toutes les étapes du cycle. Donc, à part la production, il n'y a pas de production spécifique qui se fait uniquement pour l'aide alimentaire. Mais sinon, on intervient au niveau des achats, au niveau du stockage, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, etc. Donc, d'un côté, complexité, diversité des opérations réalisées. On a fait ensuite un deuxième schéma pour mettre plutôt l'accent sur les dynamiques d'acteurs. En fait, qui interagit avec qui ? Qui a quelle fonction ? Qui occupe une position plutôt centrale ou une position plutôt périphérique ? Et puis, qu'est-ce qui circule ? Essayer de quantifier un peu les denrées, les personnes, etc. Et donc là, ce qui apparaît, c'est surtout trois choses. Premièrement, c'est la centralité aujourd'hui, qui a été renforcée avec la crise sanitaire, de partage de la Banque alimentaire et des colis du cœur qui travaillent très très étroitement avec Partage. C'est aussi la complémentarité entre des systèmes. Par exemple, les distributions massives
Aujourd'hui, à Genève, on a plus ou moins 7000 personnes qui reçoivent des colis alimentaires. Et en même temps, il y a des structures beaucoup plus petites qui, au travers de la nourriture, travaillent en priorité sur le lien social. Et donc là, c'est pas la même fonction, c'est pas toujours les mêmes publics, et il y a une grande importance, selon nous, de maintenir cette diversité. Et puis, toute dernière chose, la troisième chose intéressante qui ressort de ces cartes, je crois, c'est les lacunes, c'est les flous, c'est les choses qui sont difficiles à quantifier. Les acteurs, même s'ils sont très contraints, ils ont des petites marges de manœuvre sur la manière dont ils utilisent les dispositifs. Et là, c'est probablement ce qui est très intéressant et qu'on va essayer d'approfondir dans la nouvelle phase du projet qui se dessine. Alors, vous avez également fait, ou vous faites participer les usagers et usagères dans une démarche de co-construction. En quoi leur voix vient compléter celle des acteurs et des actrices clés? Alors oui, en fait, là, on vient de terminer une phase pilote et puis on commence une nouvelle phase. Alors, pendant la phase pilote, on a très peu abordé les usagers directement. Pour nous, il était important déjà de bien comprendre de quoi on parlait, de découvrir les structures, de se documenter. Moi, je peux dire qu'en tant que sociologue ou anthropologue, je prends très au sérieux le fait d'aborder les personnes, de les faire parler de choses qui touchent à leur intimité, qui relèvent probablement aussi d'un vécu difficile et contraint. Et donc, il fallait d'abord bien réfléchir qui aborder, comment, pour leur demander quoi, qu'est-ce que ça va leur apporter, qu'est-ce que ça va nous apporter, c'est assez clair, mais à eux. Et donc maintenant, je dirais qu'on est prêt, et grâce à nos partenaires, on connaît mieux les types d'usagers, on a identifié les entrées sur le terrain pour les approcher, on sait aussi mieux quoi leur proposer comme type d'activité, notamment des ateliers de cuisine. Maintenant, pourquoi c'est important? C'était aussi votre question. Évidemment parce que ceux et celles qui savent le mieux quelles sont leurs pratiques, c'est eux, c'est les personnes concernées, et rien ne servirait de vouloir imaginer des choses pour elles sans elles. Alors, vous parliez avant de complémentarité. La HESSO Genève porte en son sein des compétences très différentes et potentiellement complémentaires. Comment l'interdisciplinarité vous a aidé à aller plus loin sur ces questions de recherche, Sidonie Fabi? Alors, l'interdisciplinarité, ça a été un défi dès le début de cette aventure. Comme on accompagne les étudiants des écoles, des 3 écoles, à travailler en interprofessionnalité, ici, on a interrogé des disciplines différentes. Donc, premièrement, pour des questions de définition déjà, l'agronomie, les sciences sociales, la nutrition ont des définitions différentes d'une problématique. Ici, c'est ce que nous a présenté Lucia. Et donc, pour finalement arriver à une situation idéale, il faut définir des besoins, quelque chose qui est à modifier, sinon on n'a pas besoin de travailler sur une problématique si tout va bien. Et puis, c'est ce qui va nous permettre donc de définir ces besoins et puis d'aller vers le mieux, parce que l'idéal étant un peu utopique souvent, mais il nous permet de savoir où on a envie d'aller. Nos 3 disciplines et toutes celles que nous avons interrogées pour nous guider dans ces définitions ont été quelquefois identiques ou proches, souvent complémentaires et plus rarement contradictoires ou en opposition. Il a donc fallu faire des mises au point et des compromis. Imaginez un instant, pour vous qui écoutez ce podcast, ce que la qualité alimentaire représente pour vous. Comment est-ce que vous définissez une alimentation adéquate pour vous, pour vos proches, pour les personnes pour qui vous travaillez? Et puis du coup, comme on a vu avec François, même tout le système alimentaire adéquat. Donc, d'un point de vue strictement nutritionnel, on peut s'interroger sur la qualité nutritionnelle, ce que font les diététiciens, de l'aliment, ce qu'il contient en termes de protéines, de vitamines. Mais les recherches sociologiques menées autour de l'alimentation montrent très bien qu'il s'agit d'un élément éminemment social. Un bon repas, c'est pas juste une somme de nutriments, c'est un repas de qualité, un repas nourrissant au sens large. C'est beaucoup plus. C'est souvent, en tout cas à Genève et en Europe, c'est un repas partagé aussi. Donc, peut-être un repas qui nous rappelle aussi une culture familiale ou régionale. Et puis enfin, la manière dont il a été cultivé et l'endroit sont également importants. Un aliment frais, cultivé à proximité, à la bonne saison, qui s'intègre dans un terroir, selon une méthode qui est acceptable pour l'individu, et aussi un gage très important de qualité. On voit que si ces dimensions se complètent, elles peuvent aussi entrer en contradiction, donc nécessitent la recherche de compromis et d'arbitrage. Selon les individus, mais également selon les disciplines interrogées, comme nous avons pu le constater en pratique dans notre recherche, cette notion inclut des éléments extrêmement divers qui vont influencer sur les définitions.
Et pour aller plus loin, on peut vous conseiller la lecture du chapitre 9 qui s'appelle « Décloisonner les savoirs sur l'alimentation », du livre de Nicolas Bricasse, « Une écologie de l'alimentation », qui est en accès libre sur le site de la chaire d'alimentation du monde de l'UNESCO. Et puis finalement, au deuxièmement, ce qui doit être également très clairement défini, puisqu'on a participé à une recherche qui va continuer maintenant sur la deuxième partie, dans les recherches interdisciplinaires, ce sont les méthodes aussi de recherche qui peuvent être différentes selon les disciplines. Il a donc fallu se mettre d'accord sur ce que nous allions chercher, mais également comment on allait le faire. Alors j'allais dire, vous avez apporté un objet, mais vous avez apporté de nombreux objets. On a là un véritable festin sur la table. Est-ce que peut-être vous pourriez le décrire aux auditeurs qui ne le voient pas et auditeurs, auditrices, et nous dire pourquoi pourquoi vous les avez apportés? Alors, il y a deux sortes de choses. D'abord, je vais commencer par décrire ce que j'ai apporté parce que j'aimerais que Sidonie nous décrive les siens. Ici, vous avez des pots d'aliments lactofermentés. La lactofermentation est un système de conservation très ancien qui a à peu près disparu, sauf pour certaines spécialités. En Europe, la choucroute, par exemple, est un aliment lactofermenté. Mais la lactofermentation a été très utilisée, et l'est encore dans certaines régions du monde, pour conserver, justement, quand on n'a pas de frigo, quand on n'a pas de vinaigre, quand on n'a pas de conserverie ou d'énergie pour conserver, et quand on n'a pas de congélateur. Et donc ici, vous avez, justement, en lien avec le projet, des produits du dernier atelier de lactofermentation que nous avons mené dans le cadre du projet, qui ont été réalisés par des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui nous ont été dirigés vers nous par l'association Agents de Santé. L'association des agents de santé. Et donc ces bénéficiaires que nous avons reçus sur plusieurs ateliers, ont permis donc de partager aussi leurs expériences propres culturelles sur la lactofermentation. Et ici, ces produits de l'atelier, donc ils sont de fin juin, vous voyez, ils ont encore bonne mine. Voilà, ces produits-là, vous pouvez les garder plusieurs années. La seule chose qu'il faut faire, c'est les consommer une fois que vous les avez ouverts. D'accord. Vous voulez en goûter un? Absolument. Lequel? Les aubergines, les poivrons? Les radis me disent bien si ça... Ah oui, c'est des radis noirs, ça. Et voilà. Vous me dites maintenant, je suis vraiment... C'est du radis noir. Je suis pris à la... Alors, ici, on a une feuille de chou qui couvre le radis noir. La première chose qu'il faut faire quand on ouvre un bocal, c'est sentir. Ok. Mangeable? En tout cas, il n'y a rien qui me fait courir, non? Il faut faire confiance à votre nez. Ok. Voilà, l'aspect. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Le goûter. Alors, il y a des petits bâtons. Des petits bâtons pour garder les choses. Donc, vous les goûtez un radis noir qui a 6 mois. Bon, je vous donne la main. Voilà. C'est peut-être le dernier épisode de ce podcast. Alors, je ne sais pas comment le décrire. Je n'ai pas de sensation de rejet. Je ne sais pas si j'ai un plaisir non plus, pour être tout à fait honnête, à le manger. Tout le monde n'a pas forcément du plaisir en mangeant des aliments lactofermentés, mais vous voyez, ça s'est fait sans vinaigre. J'ai l'impression que c'est bon pour le corps. Hein. Je ne sais pas si c'est une construction sociale ou si c'est réellement mon corps qui parle. Bon, alors comme vous êtes encore en vie, je vais moi aussi goûter le chou-fleur. J'étais vraiment un cobaye, de mieux en mieux. Bon, moi, j'ai confiance. À partir du moment où il y a l'odeur, l'aspect... Bon, ça se fait rarement aussi d'avoir un repas qui est uniquement à base d'aliments lactofermentés. Donc, c'est un complément. Voilà, c'est plus facile aussi. Oui, dans la choucroute, on mettait des saucisses et puis salé. Le kimchi, c'est un accompagnement de tout. Exactement. Vous voulez le goûter? Volontiers. Ouais. On a également je cite, on a également des carottes, on a tout un tas de légumes. Carottes, des poivrons. Et Sidonie, ça donne aussi la lactofermentation de façon privée, et elle a amené des choses très sympas. Mais ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu vas amener? Alors moi, j'ai amené du piment qui se mange en accompagnement avec de l'ail, ce qui permet d'avoir aussi une sauce. Après, on peut, une fois que c'est lacto-fermenté, comme voilà, c'est tout trouble, donc ça montre que les bactéries sont présentes. Et on peut y mixer, puis faire une sauce qui accompagne bien les viandes ou d'autres choses. Du navet, où j'ai mis des épices diverses, et puis des carottes. Donc là, ce navet, par exemple, lactofermenté, c'est quelque chose de très très commun dans la cuisine du Proche-Orient. Peut-être on peut aussi faire un lien explicite entre cette pratique et puis les questions qui nous intéressent dans le projet. Je crois que sur le plan méthodologique, par exemple, c'est vrai que les HES, on a tous en commun l'importance qu'on accorde au terrain et puis aux actions concrètes. Et on a vu, par exemple, que organiser ces ateliers, ça avait un effet
notamment d'horizontalisation des rapports entre les chercheurs-chercheuses et ce qu'on pourrait appeler les enquêtés. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a fabriqué ces bocaux, seul Yannick Barthes de l'EPIA, il savait pratiquer la lactofermentation. Et donc, c'est un moment où tous les chercheurs, en fait, on était tous en position d'apprenant. Et donc, ça crée, ça génère des choses intéressantes sur le plan méthodologique et quelque part éthique. Et puis, en tant que sociologue, j'ajouterais encore juste une petite chose par rapport à la lactofermentation qui nous a intéressés, c'est-à-dire que ça se fait beaucoup aujourd'hui soi-même. C'est un peu l'inverse du processus industriel standardisé. Et donc, on réapprend quelque part par rapport à l'alimentation. Je ne sais pas si François sera d'accord avec moi, mais à faire avec l'incertitude. C'est-à-dire qu'on va laisser faire des bactéries qui sont vivantes, qui sont à la base sur le légume, et puis ensuite que vous allez consommer, qui vont devenir une partie de vous. Maintenant, on sait à quel point tout notre corps est colonisé par ces bactéries. Elles font partie de nos organes. Et donc, c'est quelque part la réalisation d'un rapport complètement renouvelé au vivant qui est en train de naître avec la prise de conscience écologique et qui trouve une forme dans cette pratique. Et un autre aspect, c'est l'aspect sécurité alimentaire, parce que la lactofermentation, vous pouvez la faire avec des légumes moches, vous pouvez les faire avec des légumes qui ne sont pas consommables autrement. Prenons les tomates vertes, par exemple. Les populations balkaniques, et spécialement albanaises, font beaucoup de lactofermentation de tomates vertes, qu'ils gardent tout l'hiver. J'en ai moi-même fait sur mon balcon, pour des raisons personnelles. Et c'est une source d'aliments qu'on n'aurait pas consommé autrement. Et on peut le consommer tout l'hiver. Et ça se conserve sans avoir besoin d'énergie. Et en plus, c'est bon. Donc maintenant, par contre, il faut terminer le bocal, c'est juste, je vous ai bien écouté. Vous avez compris. C'est le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci. C'était Santé Environnement, le podcast qui dit pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.